Je crois que la première chose, c'est d'abord de s'entendre sur la notion de qualité. Vous savez, les conceptions de la qualité peuvent être multiples. Généralement, nous envisageons le concept du point de vue de l'éducation pour tous. Et de ce point de vue, la qualité pour nous est d'abord inséparable de l'équité. Elle signifie que tous ceux qui ont droit à l'éducation doivent réussir les apprentissages de base. Et une école qui assure que la réussite des apprentissages de base est réalisée par tous est une école de qualité du point de vue de l'éducation pour tous. Et c'est à cet égard qu'on dit que la qualité est indissociable de l'équité. Le deuxième aspect de la qualité interpelle l'utilisation et l'utilité des apprentissages. À quoi servent ces apprentissages? Et là, on revient plus globalement à la notion de pertinence, c'est-à-dire que ce qu'on apprend permet de faire face avec succès aux problématiques de son environnement local, national, régional, africain et mondial. Et lorsque ce qu'on apprend dans l'éducation permet de résoudre des problèmes que l'on rencontre quotidiennement et qui permettent de mieux vivre, de mieux suivre sa santé, de mieux assurer l'hygiène, de mieux se protéger, de devenir un citoyen, de participer utilement à la société, à ce moment-là, on peut dire, puisque ce qu'on apprend a une utilité, eh bien, cette éducation est une éducation de qualité. Si je me résume donc, la conception de la qualité, c'est que tout le monde ait réussi les apprentissages de base, et ces apprentissages de base permettent de faire face aux problématiques que l'on rencontre dans la vie quotidienne. Dès le départ, lorsqu'on a lancé l'éducation pour tous, la plupart des États se sont engagés dans des politiques qu'on peut appeler des politiques additives, c'est-à-dire des politiques qui étaient axées essentiellement sur la massification de l'apprentissage. Et ces politiques additives ont essayé d'étendre l'école actuelle à ce qui était exclu de l'école, sans se préoccuper de savoir si ce qui entrait à l'école réussissait ou non les apprentissages requis. Aujourd'hui, on se rend compte avec les résultats, quand on prend les deux grandes évaluations qui permettent de mesurer ce qu'on appelle la qualité des apprentissages en termes de résultats d'apprentissage, c'est-à-dire d'une part le PASSEC pour les pays francophones et d'autre part le SACMEC pour les pays anglophones et d'autres pays d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est. Ce que l'on observe, c'est en gros, c'est à peu près la moitié des enseignants du primaire qui, à la fin du primaire, maîtrisent les apprentissages qu'on appelle fondamentaux, c'est-à-dire savoir lire, écrire, calculer et résoudre des problèmes. Ces apprentissages fondamentaux qui sont visés depuis Diomsienne comme étant des apprentissages de base ne sont réussis que par la moitié de ceux qui terminent la scolarité primaire. Évidemment, il y a là un énorme gâchis, parce que les ressources qui sont investies pour mettre 100 élèves, si c'est seulement 50 qui en sortent avec les standards requis, cela signifie que nous avons gaspillé les autres 50%. Si c'était une usine, peut-être qu'on la fermerait à ce moment-là, parce qu'une usine qui fait entrer une matière première pour produire et à la sortie,
il n'y a que 50% des produits qui sont acceptables et 50% sont refusés, cette usine aurait fermé. Mais on ne peut pas fermer l'école. On la garde, mais il faut l'améliorer. Et c'est pourquoi, compte tenu de ces résultats, il y a eu évidemment une prise de conscience que la qualité est devenue une question majeure. Et ceci n'épuise pas le problème, parce qu'on parle de ce qui termine. Il y a ce qui ne termine pas. Parce qu'à l'heure actuelle, si vous prenez 10 enfants africains qui entrent à l'école, il y a peut-être 7 qui terminent. Et les 3 ne terminent pas, c'est presque un tiers qui ne termine pas. Ça aussi, c'est énorme. Sans compter les gaspillages que produisent les redoublements et autres. Vous savez, il y a 2 types de facteurs généralement. Il y a les facteurs internes à l'éducation et les facteurs externes à l'éducation. En ce qui concerne les facteurs externes à l'éducation, il y a d'abord le premier problème, c'est la pauvreté. Lorsqu'on examine à la fois ce qu'on exclut de l'école, ceux qui abandonnent et ceux qui ne réussissent pas, la plupart sont d'origine socio-économique pauvre. C'est la majorité. Le deuxième facteur, c'est, j'allais dire, l'origine géographique. C'est dans le monde rural qu'on échoue plus que dans le monde urbain. C'est dans le monde rural qu'on apprend moins que dans le monde urbain. Le troisième élément, c'est le genre. Les filles, généralement, les taux d'échec dans les apprentissages sont plus élevés chez les filles que chez les garçons. Et généralement, lorsqu'on est fille, habitant le monde rural et d'origine pauvre, on a très peu de chances de réussir. Il y a des facteurs qui sont les facteurs plutôt internes. Et dans les facteurs internes, on parle beaucoup d'abord des intrants de l'éducation. Les intrants qui déterminent l'environnement des apprentissages, c'est-à-dire les classes, le mobilier, mais aussi le curriculum, les matériels didactiques, les enseignants et leur formation, les directeurs d'école, le curriculum d'apprentissage. Tous ces éléments qui entrent dans le système peuvent être source de qualité ou de non-qualité. Évidemment, pour les uns, notamment ce qu'on appelle les intrants matériels, c'est essentiellement leur suffisance et leur qualité qui est en jeu. Mais il y a aussi les intrants humains et intellectuels. En ce qui concerne les intrants humains, on parle beaucoup de la formation des enseignants. En ce qui concerne les intrants intellectuels, on parle de la qualité du curriculum, aussi bien en termes de contenu, de structuration et donc d'apprentissage. Voilà, ça c'est les intrants. Mais au-delà des intrants, le processus d'enseignement-apprentissage en tant que tel est une question importante. Le climat de l'école est une question extrêmement importante. C'est pourquoi l'effet directeur et l'effet maître à l'intérieur de l'école constitue un enjeu majeur. Parce qu'un enseignant peut être tout à fait compétent, mais avoir un environnement de travail où il ne s'engage pas, où il n'est pas motivé, alors qu'il est bien formé. Donc la formation n'est pas seul en jeu. Le climat de l'établissement, l'ordre et la discipline dans l'établissement, le temps de travail qui est respecté, les méthodes pédagogiques, les méthodes de gestion de l'école, de gestion de la classe, d'animation de l'école, d'évaluation jouent énormément. Et je m'attarderai un peu sur l'évaluation parce que c'est majeur. Parce que d'abord, elle a une fonction prédictive du point de vue de l'enseignement. Elle a une fonction aussi diagnostique,
et elle a une fonction formative. Et de ce triple point de vue, l'évaluation joue un rôle énorme. Et la plupart du temps, malheureusement, l'attention qui est accordée à l'évaluation n'est pas très forte dans nos établissements. Je crois qu'à l'heure actuelle, on essaie, disons, de mobiliser d'abord la recherche, parce que avoir la volonté d'aller vers l'amélioration de la qualité, c'est important. Mais où faut-il porter les efforts et comment faut-il les porter? C'est une autre question et la recherche permet de répondre à ces questions. Et c'est pourquoi si on fait une politique d'amélioration de la qualité qui n'est pas accompagnée par une politique de recherche, on risque de tâtonner un peu sur l'amélioration de la qualité et donc de ne pas avoir les résultats espérés. Parce qu'on n'a pas su, du point de vue de la construction de la stratégie, bâtir à partir de données scientifiques et techniques qui permettent d'élaborer et de cibler les causes et les facteurs qui permettent d'agir en direction de l'amélioration de la qualité. Et donc c'est une question qui est essentielle, l'accompagnement par la recherche. La deuxième question, c'est la volonté politique. Cette volonté politique forte d'améliorer. Et la volonté politique forte n'est pas la volonté d'un moment. C'est une volonté à long terme. Parce que la qualité, on ne peut pas faire de révolution avec la qualité. Elle s'améliore d'année en année. Et les bons systèmes qui existent aujourd'hui, c'est les systèmes qui ont été conçus sur le principe chaque année, on doit faire mieux que l'année précédente. Et c'est comme ça qu'on construit la qualité. Mais on ne peut pas faire un miracle avec la qualité. Et dedans, entre tout un enjeu, la formation continue des enseignants qui est totalement négligée en Afrique. Autant les gens parlent de formation initiale des enseignants, mais une formation initiale, elle est importante pour ne pas entrer dans les classes avec des risques pour les enfants, mais une formation initiale, c'est seulement sur les défis qui sont prévus. Mais les défis réels de la classe peuvent être très différents des défis qui sont prévus. Et la formation initiale se passe sur les défis prévus, c'est-à-dire ce qu'on anticipe. Mais ce que le maître va trouver réellement dans la classe, c'est autre chose que ce que la formation initiale lui donne. C'est pourquoi la formation initiale doit aussi préparer à ce qu'on appelle des pratiques réflexives pour les enseignants. Ces pratiques réflexives leur permettent, face aux obstacles qu'ils rencontrent, de pouvoir faire des évaluations de leurs propres pratiques et de voir comment améliorer leurs propres pratiques en fonction des résultats de l'apprentissage. Et cette question est extrêmement importante, mais ça doit être accompagné par tout un programme de formation continue, notamment pendant les 5 premières années de la carrière de l'enseignant qui sont cruciales. Parce que c'est pendant ces 5 premières années que le profil de l'enseignant se construit réellement et se solidifie. Après, généralement, le pli, il est là. Mais il y a d'autres dimensions, les parents eux-mêmes. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la qualité de l'enseignant sans mobiliser les parents. Les parents ont un rôle, d'abord dans la gestion et dans le climat des établissements. Les parents ont un rôle en tant que, disons, condition d'imputabilité des enseignants. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que l'enseignant qui a un bon résultat et l'enseignant qui a un mauvais résultat, finalement, le traitement n'est pas différent. Mais si les parents sont impliqués, l'enseignant qui a un mauvais résultat fait face aux parents. L'enseignant qui a un bon résultat aussi fait face aux parents. Donc l'imputabilité de l'enseignant est renforcée par la présence des parents et leur participation à l'école. Mais également, on dit que
ce qui pousse le plus les enseignants vers les résultats en matière de qualité, c'est la considération que l'on leur accorde. Et de ce point de vue, les parents aussi et la communauté ont un rôle énorme à jouer au regard de leur perception des enseignants, de leur rapport avec les enseignants et de leur attitude vis-à-vis des enseignants. Cela joue un rôle incroyable lorsqu'on a demandé aux enseignants cubains pourquoi ils faisaient de meilleurs résultats que les enseignants américains. Leur réponse venait de là, c'est la considération que la communauté et les parents leur accordent. C'est infiniment précieux pour les enseignants. Et ça joue du point de vue de la motivation. Et comme je le disais, un enseignant peut être compétent sans être motivé, il n'a pas de résultat. Un enseignant qui est motivé peut avoir des résultats qu'un enseignant compétent peut ne pas avoir. L'État aussi a un rôle à jouer en termes d'assurance qualité. Je crois que l'un des problèmes aussi que nous avons, c'est que les normes de qualité ne sont pas définies. Aujourd'hui, quel est l'effectif normal d'une salle de classe? C'est une norme de qualité. Combien de manuels scolaires il faut à un élève? C'est une norme de qualité. Quel espace la salle de classe doit avoir? C'est une norme de qualité. Quel autre équipement doit se trouver dans une classe? C'est une norme de qualité. Quel temps de formation continue doit disposer un enseignant? C'est une norme de qualité. Et normalement, un État qui surveille les normes de qualité, qui les définit d'abord, les normes de qualité, ensuite qui contrôle leur application et qui suit cette application, va dans le sens de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Et donc cette question d'assurance qualité est une question aussi essentielle. Je n'ai pas parlé du directeur d'école qui me semble être aussi quelqu'un de très important. Et qu'on peut observer d'ailleurs, vous pouvez quelquefois regarder, on parle de formation des enseignants ou d'origine sociale des élèves, vous pouvez voir deux écoles qui se trouvent dans le même milieu socio-culturel, exactement le même, qui a les mêmes catégories d'enseignants, exactement les mêmes. Et ces deux écoles font des résultats diamétralement opposés. Et vous rechercherez où se trouve la différence. La plupart, c'est l'effet directeur. C'est-à-dire qu'on a un leadership, d'abord non seulement qui assure l'ordre, la discipline, le climat de travail dans l'établissement, qui a un projet d'école, donc qui exerce un leadership qu'on appelle transformationnel et qui lui permet de mobiliser son équipe dans l'amélioration continue de l'éducation au niveau de son école, qui permet aussi d'engager les élèves, parce que même les élèves sont des éléments de gouvernance de l'établissement, de gouvernance de leur propre classe. Et il y a un apprentissage énorme qui est dedans, qui est un apprentissage de la citoyenneté, un apprentissage de la responsabilité, un apprentissage de la prise d'initiative. Et cela fait partie de l'éducation autant qu'apprendre à lire et à écrire. Et malheureusement, très souvent, ces dimensions ne sont pas prises en compte. Je pourrais dire que je suis plus dans le plaidoyer. Dans le plaidoyer pour pousser, montrer les arguments, donner une vision du futur et puis voir les stratégies qui permettent de transformer la réalité pour aller vers ce futur. Non, en réalité, je crois que l'un des grands problèmes, c'est que nous tous, c'est-à-dire tous les acteurs et tous les partenaires de l'éducation, transforment leur vision de la qualité. Parce que très souvent, il y a une confusion dans notre esprit entre excellence et qualité. L'école de l'excellence est généralement une école
élitiste. C'est-à-dire comment on essaie d'identifier les meilleurs et de les pousser le plus loin possible. Ça, c'est l'excellence. Et l'excellence peut être exactement le contraire de la qualité. Parce que la qualité doit assurer la réussite de tous. Et donc, ça signifie qu'une école de la qualité doit avoir nécessairement des dispositifs de remédiation et de rattrapage pour pouvoir prendre en charge les élèves en difficulté et les amener à la réussite. Alors qu'une école d'excellence ne s'occupe pas de ces gens-là. Elle s'occupe des meilleurs. Et nous devons changer cette perception au niveau des enseignants qui continuent à croire que classer leurs élèves, c'est l'essentiel, entre les bons, les moins bons, etc. Nous devons aussi, en tant que parents, changer cette perception-là. Et tous les acteurs doivent changer cette perception pour dire qu'une école de qualité, c'est celle qui assure la réussite de tous, autrement dit, qui assure le droit à l'éducation pour tous. Parce que le droit à l'éducation, ce n'est pas accéder à l'école, c'est réussir les apprentissages de base.